Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, nous allons vous parler d'un trésor de Camargue et pour ça, direction les marais de Franquevaux. Nous irons aussi, si ça vous dit rien, les plantes sans terre. C'est une visite guidée avec Pierre Quéran. Et bien sûr, nous finirons ce journal avec bien sûr notre fameuse recette de Seb avec, cette fois-ci, de la crevette. André, alors, on est où ici? En plein marais? Là, on est en plein cœur de la petite Camargue, puisqu'on n'est pas entre les deux bras du Rhône, donc c'est la petite Camargue, on est en plein cœur de la petite Camargue. Donc, on est au milieu du métier de seigneur. Voilà. C'est ça? Donc, là, c'est le cœur du métier. Ouais. Là, c'est la coupe. C'est la coupe, tout démarre de là. Bon, le roseau il est naturel, il pousse naturellement, 100% naturel. Et donc là, on le coupe, oui, puis après il faut le nettoyer, parce que là, il est brut. Donc vous voyez tout ce qu'il y a au pied, mais il va falloir le faire retomber, quoi, tout ce qui fait 30 ou 40 cm, pour pouvoir avoir un paquet de roseaux, un paquet de sagnes. Alors ici, ils sont beaux les roseaux. À quoi on le voit qu'ils sont beaux les roseaux? On le voit par la régularité déjà. Déjà il est jaune, vous voyez qu'il est très jaune, donc c'est du roseau qui a été coupé l'année dernière. Et donc ça c'est du roseau de l'année, comme on dit. S'il n'était pas de l'année, vous verriez du gris. C'est-à-dire quand on ne le coupe pas d'une année, déjà, il va y avoir beaucoup moins de plumées, puisque tout ce qu'on n'a pas coupé l'année dernière, le vent, le mistral va le casser, ouais. Donc le plumet va disparaître. Il va y avoir beaucoup plus de volume de nettoyage et beaucoup moins de roseaux propres de l'année. Et si on ne le coupe pas de 2 ans, ça s'accentue encore plus. Après, vous avez juste une poignée comme ça de roseaux avec le plumet, et puis tout le reste, c'est pratiquement à jeter, quoi. Donc là, c'est un diamètre presque uniforme. Hein. Il y en a pas, si, il y en a des plus gros que d'autres. C'est quoi le maximum? Oui, là, il est quand même à peu près régulier. Il n'est pas régulier au niveau de la hauteur, au niveau des plumets, si vous voulez, mais il est régulier au niveau d'à peu près de la taille du roseau. C'est à peu près comme un stylo à billes, quelque chose de près. Après, vous en avez du plus fin, du plus gros. Alors vous êtes seigneur de père en fils, c'est ça? De père en fils, ouais. Et vous avez donc vu l'évolution du métier. Alors avant, ouais. Est-ce qu'il y avait ces grosses machines comme viennent de filmer là? Non, bien sûr que non. Alors comment vous faisiez avant? Alors avant, bien sûr, les machines n'existaient pas. On coupait ça à la faucille. Hein. Voilà. Faucille. Hein. Donc c'était le sagnadou, c'était un outil qui avait été spécialement conçu par le père Gavanon, qui était forgeron à l'époque. Et d'abord, il y avait son empreinte, Gavanon Vauvert, et qui fabriquait des sagnadous pour les seigneurs, pour aller couper leur roseau l'hiver dans les marais. Et puis l'été, parce que ça pouvait se couper l'été pour les chevaux. Mais bon, c'était plutôt, le métier de seigneur, c'est l'hiver. L'été, c'est autre chose, c'est pour les bêtes, pour donner à manger aux bêtes. Alors combien vous êtes maintenant de seigneurs? Alors en entreprise, il y a 3-4 grosses entreprises qui font ça à peu près avec des grosses machines à la grosse échelle. Et puis après, vous en avez quelques-uns qui s'essaient comme ça. Après, on peut appeler seigneur, il n'y a pas que celui qui le coupe, il y a celui qui va le transformer. Disons que là, il est à l'état brut. Et il est mis en gerbe. C'est la machine met une gerbe, c'est-à-dire elle met une corde. Et cette corde va être coupée, on va l'attraper sous le bras, comme ça, bien sûr, et on va le nettoyer. Ou alors, il y a des machines maintenant qui nettoient, parce que de plus en plus, c'est les machines qui prennent le relais. Hein, voilà. Donc, le nombre de seigneurs a dû diminuer d'année en année. Alors les seigneurs de l'époque de mon père, ils ont été entre 180 et pratiquement ils frôlaient les 200 quoi. Mais ça c'était une époque, c'était l'après-guerre quoi. 50 ans, voilà, les années 50, 60 jusqu'aux années 70, ça a commencé à péricliter 70, 80. Et les années 80, c'est là où on aurait dû prendre le taureau par les cornes, surtout dans les marais. Ici c'est privé, donc c'est bien géré. Après dans les marais communaux, tout le monde dit la sienne, comme on dit, les chasseurs, les pêcheurs, les seigneurs, et tout le monde a eu des fautes. Hein. Et donc les maires aussi ont toujours regardé les côtés les plus nombreux, donc du côté des chasseurs. Et bien souvent les marais ont été mal gérés. Et puis des marais qui ne rapportent pas, après c'est difficile pour y mettre de l'investissement pour rattraper tout ce qu'on a perdu durant toutes ces années. Alors ici, on est à la deuxième étape. Là, ici, c'est la deuxième étape. Après la coupe de roseau, vous avez ceux qui vont nettoyer le roseau pour qu'il soit propre à aller être vendu pour les toitures de chaume ou pour les paillassons ou pour autre chose. Il faut que le paquet fasse 60 de circonférence
et il est propre à la vente pour la toiture de chambre ou autre. Voilà. Ceux-là, ils ont été déjà pré-nettoyés par la machine qu'on a vu qui coupe, hein, puisque c'est une machine qui coupe et qui nettoie. Et donc, il n'y a plus qu'à le relier et donner le bon calibre pour qu'il soit prêt pour la vente. Et donc, vous, après, c'est des ballots comme ça que vous achetez pour faire des paillassons? Voilà, là, c'est livré en ballot de 80 ou de 100 et ça part après chargé à la grue, ça part dans des camions et c'est livré un peu dans toute l'Europe et à toute la France. L'atelier. C'est l'atelier, voilà, nous sommes en plein cœur de l'atelier. Alors, voilà. Je laisse passer. Ok. Voilà. Donc c'est ici qu'on fabrique les paillassons. Alors, les paillassons, c'est vrai que ça induit en erreur, c'est pas les paillassons pour s'essuyer les pieds, c'est de la paillasse. La paillasse, ça dit bien ce que c'est, puisque le roseau c'est un peu un dérivé de la paille, de la canne, du bambou, tout ça c'est la même famille, hein. Mais le paillasson c'est de la paillasse en roseau, voilà. Donc ça va nous servir pour se protéger, surtout dans le midi, se protéger du soleil. Mais il n'a pas que cette particularité. Ouais. Mais c'est là où il a toute sa force, oui, parce qu'il y a pratiquement des fois jusqu'à 10 degrés d'écart, hein, entre 8 et 10. Et alors ici, il y a une magnifique machine qui permet de faire les ballots. Voilà. La machine, elle reçoit les ballots comme on les a vus tout à l'heure au marais. Et là, qu'est-ce qu'elle en fait? C'est quoi le processus? Alors le processus c'est que pour fabriquer un paillasson, il faut mettre du roseau tête bêche. Parce que le roseau, vous avez vu, quand il est dans les marais, il est conique, il est plus gros à la base qu'au plumet. Le plumet, ouais, c'est la finition du brin de roseau. Et donc, pour que les roseaux sortent parallèles, ben, c'est comme avec les doigts, il faut mettre du roseau tête bêche comme ça. Donc, il y a une personne qui va se mettre d'un côté de la machine et l'autre qui va se mettre de l'autre côté. Et on va poser du roseau dans la machine pour que, quand ils sortent à une surface parallèle, quoi, voilà. D'accord. C'est comme ça qu'on fabrique les paillassons. Du même diamètre partout. Et le problème voilà, c'est que la machine, il faut travailler tout le temps en harmonie avec celui qui travaille en face de vous et mettre les mêmes poignées de roseau. Sinon, le paillasson, il va partir en fausse équerre. À peu près, il y a ce calibre. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de mettre le calibre. Et après, vous le mettez au niveau du rouge. Non, mais là, il y en a eu déjà. Attendez, il faut attendre que la fasse démarrer. D'accord. Donc, des fois, bon, ça peut arriver, puisque des fois, on va faire des poignées plus ou moins grosses. Hein. Enfin, normalement, elles doivent être régulières, mais ça peut arriver, ou que des fois, il y a une corde qui tire. Parce que cette machine est spéciale, elle travaille avec 2 cordes. Donc, vous avez des cordes, là, on les voit bien, puisque là, il n'y a pas encore le roseau. Vous avez des grosses bobines qui sont en bas, et vous avez des petites bobines qui sont sur les boîtiers du haut. Donc on reproduit exactement le même travail que quand les machines n'existaient pas et qu'on faisait les paillassons à la main. Les cordes pendaient, on mettait le roseau et on faisait le tour avec une bobine. Donc c'est exactement le même principe. 2 cordes qui se croisent. C'est peut-être pas le même rendement quand même. Ah, le même rendement, ben, ils en faisaient quand même pas mal. Moi je pourrais pas dire les mètres carrés qu'ils faisaient par jour. Parce que mon prédécesseur a commencé à faire les paillassons à la main, lui. Il a acheté la machine en 69. Ouais. Donc c'est voilà, mais il avait 2 ou 3 ouvrières avec sa femme et lui, et donc ça quand même, ils en faisaient pas mal, hein, puisque c'était la vente de l'époque. Et là, combien on en fait là? Alors là, c'est très difficile à dire pour moi, parce que c'est vrai que moi je les ralentis pour que le travail un petit peu moins vite, hein. Mais c'est difficile pour dire ce que va vous sortir à mètre carré, parce que là vous avez, moi j'ai 16 cordes qui travaillent. Il y a 8 cordes dans les petits boîtiers et 8 cordes dans les gros boîtiers. Donc il y a toujours une corde qui va tomber en panne. Donc quand elle marche bien, que vous ne changez pas de corde, elle va débiter. Mais combien elle fait de mètres carrés à l'heure, j'ai jamais trop contrôlé. Ouais, c'est vrai que... Parce que ces bobines-là, le désavantage de cette machine, elle est bien pour les clients, parce qu'elle fait un travail formidable, mais pas pour le propriétaire. Parce que c'est la moins compétitive au niveau du rendement, si vous voulez. Voilà. Par contre, vous faites de la qualité. Voilà, il y a de la qualité, mais au niveau rendement, qualité, les autres machines, je pense qu'elles sont plus performantes que celles-là. Elles sont moins sophistiquées, mais elles sont moins compliquées et elles font plus de rendement. Alors c'est un système qui est très très compliqué parce que je peux vous dire que le gars qui a conçu ça, il y a eu sûrement un brevet qui a été déposé à l'époque, hein, mais elle est assez compliquée quoi pour le mécanisme. Alors c'est un mouvement pendulaire, hein. Donc vous allez le voir, c'est assez lent comme mouvement, mais par contre dès qu'il y a une pièce qui n'est pas à sa place, hein, ou dès qu'il y a un mouvement qui n'est pas à sa place, ben, il y a tout qui coince quoi. Même si on a du roseau qui tombe de travers, ça coince. C'est pour ça que c'est une machine, il faut en permanence avoir du beau roseau pour y mettre dedans.
C'est pour ça que je suis à cheval sur le nettoyage du roseau. Mais comme c'est plus moi qui le coupe, je suis à la merci de Jean-Pierre, de Paul et de Jacques, comme on dit. Voilà. Voilà, il y a une sacrée merde. Bon, mais là, ça va être bon. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je l'ai oublié, celle-là. Repasser la corde là. Bon, mon prédécesseur m'a formé quand même pendant 15 jours sur la machine. Hein. Parce que vous avez vu, elle est un peu compliquée la cocotte. Par contre, il faut que je surveille au début parce que comme c'est le démarrage de la machine, je vais l'arrêter assez rapidement. Il n'y a pas de conneries là, parce que quand on démarre, il y a toujours des conneries. Voilà, la connerie elle est là. J'ai oublié la manivelle. Ouh, elles sont grosses ça. Avec aller voir, tu vois. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Vous allez me ruiner vous. Il te dit de jouer du cœur. Alors, donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi, si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil au litige pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Pierre, bonjour. Alors on est ici dans le temple de Tillandsia. Alors c'est votre spécialité. Oui Brigitte, notre spécialité c'est la création, la sélection et la production de Tillandsia. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Tillandsia? Eh bien un Tillandsia c'est ce que l'on appelle une plante épiphyte. C'est une plante qui n'a pas de racines. Épiphyte. Voilà, que ça veut dire? Une épiphyte, c'est une plante qui n'a pas de racines, qui ne vit pas dans la terre, qui vit en général hors sol. Ça peut être sur des cactus, sur des rochers, dans des branches d'arbres. Et c'est une plante donc qui va se nourrir exclusivement par le feuillage. Voilà, donc lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a de l'humidité, lorsqu'il y a du brouillard, des entrées maritimes, la plante va capter sur les pores de son feuillage des particules d'eau et venir s'hydrater et s'alimenter. Voilà le principe de ce que l'on appelle une plante épiphyte. Alors, est-ce que le climat de la région lui convient particulièrement par rapport à d'autres climats en France? Alors ici, on est dans un climat méditerranéen avec des étés qui sont longs, qui sont chauds, qui sont très ensoleillés, très secs, et des hivers qui peuvent être soit doux, soit froids, soit venteux, soit secs. Et ici, nous avons sélectionné des plantes qui sont compatibles avec notre climat. C'est-à-dire que la plupart des Tillandsia que l'on fait pousser ici, que l'on produit, supportent des extrêmes. Soit parce qu'ils sont recouverts de petits poils qui vont les protéger du plein soleil, soit parce qu'ils ont des caractéristiques génétiques qui leur permettent de supporter le froid, le sec, etc. Est-ce que vous créez des espèces ou est-ce que ce sont des espèces qui existent dans le monde que vous faites reproduire ici? Alors ici, on a une collection d'à peu près 300 espèces et variétés botaniques, c'est-à-dire que l'on trouve spontanément en Amérique, puisque les Tillandsia sont tous originaires du continent américain. Néanmoins, parmi ces Tillandsia, nous sélectionnons ceux qui sont les plus beaux, les plus robustes, les plus résistants, et on va créer ce que l'on appelle des hybrides, des nouvelles formes, des nouveaux Tillandsia. Peut-être vous cherchez à les adapter au réchauffement climatique? Oui, le but ici, c'est de créer des Tillandsia qui vont être robustes chez nos clients, et on s'est bien rendu compte que depuis plusieurs années, eh bien, les étés sont soit très secs, soit on peut avoir un coup de froid à la fin de l'hiver. Enfin, pour de plus en plus de végétaux, c'est un problème, cette transition climatique, et nous essayons de créer les Tillandsia qui vont venir coloniser les villes de demain et qui vont venir habiller nos jardins ainsi que nos appartements, puisqu'on peut les cultiver à l'intérieur également. Ah, ça veut dire pas de terre, pas d'eau? Alors,
pas de terre, oui. De l'eau, oui, il en faut. Ce n'est pas du plastique. Un tillandsia est vivant, il respire, il boit, il mange. Donc, on va l'arroser, si on le cultive à l'intérieur, avec une eau qui ne sera pas calcaire. Les tillandsias, comme toutes les plantes épiphytes, c'est-à-dire les orchidées, les tillandsias, etc., n'aiment pas l'eau calcaire. Donc on va lui donner à boire une eau qui est proche de l'eau de pluie. C'est ce que l'on appelle une eau légèrement acide. Et on va lui mettre un petit peu d'engrais dans cette eau, histoire de stimuler sa croissance. Parce que dans l'eau, il n'y a pas grand-chose à manger, surtout si vous utilisez l'eau du robinet. Alors c'est dur à en garder un? Quand on a les bons conseils de culture, c'est très simple. Donc il faut venir vous voir. Il faut venir nous voir, aller sur notre site pour essayer de lire tout ce qu'on a un petit peu pu faire sur ces plantes, demander des conseils à la personne chez qui vous allez les acheter, les tillandsias, puisque nous sommes également grossistes, donc on trouve nos tillandsias via de nombreux réseaux de distribution. Oui. Ouais, alors là, moi j'ai hâte de les voir. Alors, suivez-moi, Brigitte. Donc Pierre, ici on est dans la boutique. Alors là, il y a un échantillon de tout ce que vous produisez ou pas trop? Alors il y a un échantillon d'une partie de la production qui est soit en bouton, soit intéressante en ce moment, parce que soit c'est en fleurs, soit la production est optimale. Il y a une période où ils sont tous en fleurs? Alors, c'est le printemps, c'est comme... En général, le gros de la floraison arrive du mois d'avril au mois de juin. Ça, c'est le gros de la floraison. On a également une grosse quantité de tillandsias qui arrivent en fleurs au mois de janvier, février, décembre pour Noël. Ça, ce sont les tillandsias qui aiment le froid. Et ensuite, on en a d'autres qui fleurissent en été. D'accord. Donc là, tout ça, ça fleurit. Ça, c'est très beau. Oui, ceux-ci fleurissent en été. Hein. Ah, fleurs d'été, d'accord. Tous les tillandsias fleurissent. Tout ça, là, c'est ça va à des températures, ça va en dessous de 0? Alors, tous les tillandsias que l'on produit ici ont déjà connu du -3 dans la serre, pour tout le monde, même les tropicaux. Alors, rappelons que vous ne chauffez jamais ici. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. On peut chauffer dans un endroit de la serre, mais pas ici. Les jeunes recrues, les jeunes semis, ce qui est en phase d'acclimatation. Mais le principe ici, c'est marche ou crève. Ou tu nous suis, ou tu quittes l'aventure. C'est pour ça que c'est résistant. Voilà, c'est parce que ça fait 26 ans qu'on sélectionne les souches les plus robustes. Alors lesquelles c'est les plus robustes dans tout ton choix là? Ici, on a une espèce qui s'appelle bergerie, originaire d'Argentine. Ça, c'est une plante de l'extrême. Elle est robuste entre -15 et -20 degrés. Elle supporte tout. La neige, le froid, le chaud, la sécheresse, l'excès d'eau. C'est une plante increvable. Également très parfumée. Ah oui. Voilà. Donc là, ces floraisons arrivent en hiver. Hein. Crocata, Caliginosa sont des espèces dont la floraison a lieu en saison fraîche. D'accord. Ça ressemble pas un peu au souci comme odeur? Chacun y trouve un petit peu ce qu'il veut. C'est très difficile. Hein. En fait, on pourrait dire que ça sent le tillandsia, tout simplement. Oui, c'est vrai. Effectivement. Mais c'est la caractéristique des bromeliacées, hein, dont font partie les tillandsias. Donc ces petites fleurs, une fois qu'elles ont été pollinisées, elles vont émettre ce que l'on appelle des fruits ou des capsules. Et ce sont dans ces capsules, on va trouver les graines. Vous avez ici des fruits ou des capsules. À l'intérieur de ces capsules, nous avons des graines. Si vous voulez, je peux vous en ouvrir une capsule. Et c'est avec ça que vous faites des boutures? Alors là, je ne fais pas de bouture, là je fais du semis. Du semis. C'est-à-dire que là, on est dans la reproduction que l'on appelle sexuée, c'est-à-dire une reproduction qui est issue d'une fécondation. Donc là, j'ai ce que l'on appelle un fruit. Je vais l'ouvrir. Ah oui. Et vous voyez, vous avez une multitude de petites graines qui sont reliées par des petits poils. Ça fait penser à certaines personnes à du pissenlit, c'est-à-dire que la graine est au bout et ces petits poils, que l'on appelle également le parachute, va permettre à la graine de s'exporter et de venir se fixer sur n'importe quel support. Et à partir du moment où elle est fixée sur un support, elle est condamnée à devoir
pousser à cet endroit. Si les conditions sont favorables, elle va se développer convenablement. Si les conditions ne sont pas favorables, parce que par exemple, l'emplacement de la graine ne lui permet pas l'accès à l'eau, ou alors elle est trop ensoleillée ou trop à l'ombre, eh bien malheureusement cette graine va mourir. C'est ce que l'on appelle la sélection naturelle. Le bouturage consiste à prendre un plant et à le multiplier en prélevant un rejet. Là vous voyez, on a un tillandsia qui a fleuri l'année dernière. Voici la matrice ou la rosette qui a fleuri et voici ici un rejet. Ce rejet, je le sépare et voilà, je viens de faire le bouturage le plus rapide du monde. Ouais. Ici, nous sommes dans des semis qui sont relativement jeunes. Hein. Si vous voyez les petites plantules vertes, voilà, qui ont quelques millimètres, là ce sont des plants qui ont à peu près 3, 4 à 6 mois. Ça pousse pas vite, hein. Il faut entre 7, j'allais dire, et 10 ans pour qu'à partir d'une graine, on obtienne un tillandsia qui va fleurir pour la première fois. Donc là, c'est l'étape d'après. Là, c'est l'étape numéro 2, on va dire, au bout de 2 ans. Voilà la taille des petits tillandsia. D'accord. L'ordre de grandeur, la plante va doubler à peu près de taille en 1 an. Donc vous voyez, les premières années, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose, parce que quand on part de presque 0, ça ne fait pas grand-chose. Et puis au bout de la 4e année, vous allez voir que là, ça s'accélère en termes de croissance. On est à 2 ans, là on est à 3 ans, et venez voir au bout de 5 ans ce que ça donne. Voilà, ici on est dans la 5e année. D'accord. Alors, quand ça a pris au début, on est sûr qu'après ça tient tout le temps ou il y a des taux d'échec à chaque année? En général, quand la graine a germé, on est plus ou moins tranquille. Néanmoins, sur certaines espèces ou certaines variétés, on peut avoir une mortalité dans les 2 premières années. Oui, c'est tout à fait possible et parfois même importante. Alors, comment faire pour arroser un mur végétal, par exemple en tillandsia? Eh bien, on va utiliser une eau dont le pH est entre 5 et 7, c'est-à-dire une eau qui n'est pas calcaire. Si vous utilisez l'eau du robinet et que vous habitez une région où l'eau est calcaire, pour 1 litre d'eau du robinet, vous allez rajouter à peu près 10 gouttes de vinaigre blanc ou une petite cuillerée à café de vinaigre blanc. Pour 1 litre d'eau. Vous allez faire ce mélange, rajouter quelques gouttes d'engrais liquide, un engrais pour plantes vertes, pour orchidées, tomates, géraniums, ce que vous voulez, et vous allez venir vaporiser vos plantes à l'aide d'un vaporisateur. Régulièrement, il faut le faire? À peu près 2 fois par semaine, si vous habitez dans un appartement qui est chauffé. Si vos tillandsias sont en extérieur et qu'ils prennent normalement l'eau quand il pleut, cette opération, vous allez la faire en été, quand il fait chaud et sec, à peu près 1 fois par semaine. On n'arrose pas les tillandsias en plein soleil, on privilégie un arrosage soit le matin, soit le soir. Si on veut des beaux tillandsias, on vient au Kellar, ou sinon, tu disais que vous envoyez ça risque rien dans le transport? Non, un tillandsia peut passer plusieurs mois dans une boîte, à l'abri de la lumière et à l'abri et sans aucune source d'hydratation. Donc vous envoyez ça dans le monde entier? On peut envoyer ça dans le monde entier, ça ne pose aucun problème. Et puis après, nos clients nous retrouveront, enfin en tout cas verront notre actualité sur notre site internet, puisqu'on est présent au Fête des plantes de Chantilly, en Espagne, à Nice, etc., etc., en fonction des saisons, principalement au printemps et à l'automne. Sinon, c'est par correspondance ou par internet. Et puis ça vaut le coup de venir au Kellar, dans la serre. Sur rendez-vous exclusivement. C'est vraiment magnifique. Bravo. Merci. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je suis au chalet de Gruissant. On est fin février, il fait super beau. Je vous propose une petite entrée sans cuisson, une salsa de crevettes.
cette recette, il vous faut du basilic, de l'huile d'olive, du vinaigre de garrigue, de l'oignon rouge, des crevettes, du poivre au timut, mangue, tomates allongées et citron vert. Pour commencer, coupez vos tomates en petits morceaux. Épluchez et coupez la mangue en petits cubes. Ajoutez un petit peu d'oignon. Ajoutez le vinaigre. De l'huile d'olive. Le sel au timut. Un filet de jus de citron. Et nous allons ajouter du basilic frais. Il est temps de décortiquer les crevettes. Il ne reste plus qu'à les ajouter sur la salsa. Un petit filet de citron vert. Et vous savez quoi? Il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster.